Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dont j'ai eu l'idée ce matin. Je ne sais absolument pas si le concept existe déjà. Si c'est le cas, merci de bien me le signaler en commentaire que j'identifie la personne à qui appartient le concept. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être assez étendue dans le temps. Là, je la commence le 11 octobre. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Ce sera sûrement avant Noël, j'espère. Mais je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tester les capacités d'une intelligence artificielle que vous connaissez tous, c'est-à-dire ChatGPT. J'ai décidé de demander à ChatGPT donc de me recommander 3 livres. Donc avec des demandes bien précises, je vais un petit peu l'aiguiller, mais ça restera assez vague, il n'y aura pas de nom d'auteur, de siècle ou quoi. Ce sera simplement, je lui donnerai une ligne directrice de ce que j'ai envie de lire et je prendrai ses recommandations. Bien sûr, je testerai ce qu'il me recommande et puis on fera un petit bilan de tout ça. Alors je le fais plutôt pour, on va dire, le côté fun et rigolo, parce que j'en attends pas non plus grand chose. ChatGPT, ça reste un très bon outil, certainement, mais c'est aussi une intelligence artificielle qui se base sur une base de données justement, donc disons que, comment dire, j'attends pas des recommandations infinies, je sais que ça va être assez... J'avais fait un test simplement en lui demandant un livre qui faisait pleurer, bon, il m'a dit nos étoiles contraires. Voilà, c'est pour vous donner pour vous faire un peu le topo. Mais là, je vais essayer d'être un peu plus précise. Je ne sais pas si je demanderai que des romans, peut-être que je demanderai une pièce de théâtre ou de la poésie, ça peut être aussi amusant. Mais on va commencer sans plus tarder pour voir quel livre il va me faire sélectionner pour cette vidéo. Alors c'est parti, je vais me lancer avec ma première demande, donc que je vais écrire sur ma tablette. Je vais lui demander, alors propose-moi une recommandation de livre, de roman, on va même mettre, une recommandation de roman classique avec un personnage central féminin et avec une histoire d'amour, tiens, tentons, avec une histoire d'amour. Voyons ce qu'il m'écrit. J'ai un petit peu peur. Après, c'est possible aussi qu'il me... Ah, il me propose Jane Eyre de Charlotte Brontë. Bon, le souci étant que je l'ai déjà lu. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus pertinent, mais en tout cas, ça correspond à ce que j'ai demandé. Étant donné que je l'ai déjà lu, je vais faire une autre demande. Propose-moi une recommandation de roman, toujours, avec après, par exemple, c'est peut-être aussi une bonne idée pour moi de tester des genres que je ne connais pas trop dans cette vidéo. Donc pourquoi pas lui demander une recommandation de roman avec un univers de fantasy, un personnage central féminin. Propose-moi une recommandation de roman avec un univers de fantasy, un personnage central féminin. Et une histoire familiale. Un personnage... Alors je vais reprendre ça. Propose-moi une recommandation de roman avec un univers de fantasy, avec un personnage central féminin puissant et une histoire familiale. Je ne sais pas... Oh, j'ai fait... Ah non, ça va. Ok, eh bien écoutez, j'ai ma première recommandation de roman. Je suis plutôt contente. Alors, ChatGPT me dit « Je te recommande Le Prieuré de l'Oranger ». J'ai déjà entendu ce titre, mais alors je ne savais pas du tout qu'il pouvait répondre à ma demande. De Samantha Shannon. Ce roman
Alors je ne sais pas ce que raconte ChatGPT, mais bon, l'univers est richement détaillé avec des dragons. Oh, je n'ai jamais lu rien de tel, mais c'est l'occasion de tester. Des dragons, des légendes anciennes et des luttes de pouvoir, tandis que les personnages féminins sont au cœur de l'intrigue, affirmant leur force et leur capacité à façonner leur destin. C'est un roman qui revisite les mythes de manière innovante, tout en présentant des héroïnes puissantes au centre de l'action. Eh bien écoutez, c'est très bien. Je suis ravie de cette première recommandation, je la note et on va passer maintenant aux deux suivantes qui seront très différentes parce que je veux vraiment exploiter l'étendue des données de ChatGPT. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous dire que j'ai pu commencer le Prieuré de l'Oranger. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est finalement le dernier ouvrage sur la sélection des 3 que j'ai commencé. Donc alors je ne savais pas avant de découvrir l'œuvre, mais c'est un livre qui fait plus de 1000 pages. Il est même en édition poche, édité sous 2 tomes différents. Bon, étant donné que c'était un livre assez encombrant et onéreux et que je voulais vraiment le découvrir pour aller au bout, j'ai décidé de le prendre en format e-book. Donc je l'ai commencé il y a maintenant 2 jours ici en e-book. Ça se lit très bien, écoutez. Maintenant ce que j'en pense, sur 1000 pages j'ai lu un peu plus de 200 pages et alors les 2 premiers chapitres m'ont beaucoup emballée. Je me suis dit fantastique, génial, voilà, merveilleux. Mais ensuite j'avoue que pendant au moins 5-6 chapitres j'ai été complètement perdue parce que c'est un monde de fantasy totalement inventé, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de retrouver avec typiquement des sorciers, des choses comme ça. Là il y a un petit peu de tout, c'est basé sur des légendes, des traditions. Il y a des dragons qui communiquent avec les humains, il y en a qui sont alliés avec, il y en a ce sont leurs ennemis. On parle d'une sorte d'entité qui potentiellement va se réveiller et faire que le monde dans lequel vivent nos personnages va s'éteindre. Donc c'est un peu particulier, il y a plein de conflits, il y a plein de clans différents, enfin de clans, de familles, d'îles différentes, donc c'est compliqué à suivre, mais j'avoue que c'est assez bien écrit et que c'est bien ficelé. Après voilà, je vous dis, quand on n'a pas l'habitude de lire de la fantasy, ça peut être très perturbant. Moi en l'occurrence c'est mon cas. C'est difficile à suivre tout simplement. Je pense qu'aussi c'est le temps que je m'habitue puisque c'est quand même une œuvre de 1000 pages. Je pense qu'à la fin des 1000 pages je saurais quand même dire qui est qui, mais j'aime bien les intrigues. Donc on suit principalement on va dire 2 jeunes filles différentes, enfin elles ont l'air jeunes mais en tout cas 2 femmes différentes. Il y en a une qui a été sélectionnée et qui est en train de passer des tests pour être dragonnière il me semble. Oui, c'est le personnage de Tae ou Tané. Non, Tané, c'est ça. Et l'autre, mais en plus ils ont tous des noms très difficiles à prononcer. Et moi quand je lis, j'aime bien prononcer les noms dans ma tête. Et si je n'arrive pas à les prononcer, je vais pas réussir à bien les mémoriser. Donc ça aussi c'est perturbant. Et puis même au-delà du monde, il y a tout un lexique qui est spécifique. Il y a des bêtes qu'ils appellent d'une certaine façon. Il y a des termes, des modes de combat, des choses comme ça, et des traditions qui sont propres à leur univers qui sont pas évidentes je trouve à cerner au début. Et également, qu'est-ce que je voulais dire, oui, l'autre personnage féminin, donc c'est Ehad, oui, je crois que c'est vraiment le personnage principal et en fait elle est un petit peu espionne et à la fois sorcière, on le découvre, mais elle essaie de se rapprocher de la reine. Alors il y a plein de reines parce qu'il y a plein de royaumes, de rénomes même, parfois ils appellent. Et il y a tout un enjeu au niveau de l'héritage parce qu'il faut qu'elle assure un héritier, qu'elle enfante au plus vite parce que sinon ça met en péril tout le peuple car ça peut faire que le sans-nom se réveille. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu complètement spécifique, donc il est difficile de vous le résumer comme ça. C'est une œuvre, je pense, qui s'adresse déjà pour les amateurs de fantasy. Après je ne l'ai pas précisé à ChatGPT que je n'avais pas l'habitude. Je pense sincèrement que si j'avais à refaire ce genre de contenu, ce genre de vidéo, je préciserais avant
j'aiguillerai plus ChatGPT en lui donnant déjà des œuvres que j'aime, les goûts, ce que j'ai l'habitude de lire et en faisant des choses plus précises parce que là j'ai été vraiment trop vaste, je m'en suis bien rendu compte. Mais bon, donc pour l'instant c'est une lecture quand même agréable. Après elle est assez laborieuse parce que longue et donc un univers compliqué. Les personnages pour l'instant je les aime bien, l'intrigue aussi, je commence à cerner les choses au bout de 200 pages, ça va, je comprends ce qui se passe, mais au début je vous avoue que voilà, j'étais un petit peu perdue. Mais écoutez, je vous tiendrai au courant. Le format numérique est assez agréable à lire, ça va, puisqu'on est sur des éditions récentes, donc ça rend tout de suite la chose plus simple. C'est pas un scan ou quoi, enfin, c'est vraiment une édition numérique, donc c'est quand même plus agréable à lire. Et l'avantage au moins, c'est que je peux lire le soir sans lumière, dans le noir. Et finalement ça je trouve que c'est un vrai avantage parce que quand je suis dans mon lit, là je suis sur mon lit, donc je peux vous faire la démonstration. Si je me couche comme ça, je peux lire de cette façon. Autant qu'un livre, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà au niveau de la lumière et même de tourner les pages quand on est couché comme ça. Bref, là, je casse tout. La démonstration est très parlante, j'espère. Alors très rapidement, je vous reprends, j'ai bien avancé ma lecture. J'ai lu quasiment 500 pages, donc j'arrive à la moitié du roman. Et il y a plein de choses qui s'éclairent, vraiment. J'ai regardé la dernière fois que je vous avais fait un petit point, donc c'était la première fois, je n'avais vraiment pas tout compris. J'ai parlé d'une sorcière, mais en réalité il s'agit d'une mage, et en fait c'est notre personnage principal. Et l'autre que l'on suit, la Tannée, qui arrive à être draconnière, en fait c'est un personnage pour l'instant qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui n'est pas gentil. Et le personnage donc de Ehad, qui est un mage, elle est chargée de protéger la reine. Et c'est assez mystérieux, il y a tout un mythe autour d'elle parce qu'elle... en réalité elle est un petit peu espionne parce qu'elle ne révèle pas sa vraie identité puisqu'elle vient du prieuré, le prieuré de l'Oranger, le fameux titre du roman. Et voilà, elle a un peu des enjeux cachés, mais en tout cas elle agit pour le bien de la reine Dinuis, je ne sais pas, mais la reine Sabran qui vient de... je peux pas vous spoiler, mais vient de vivre un drame. Et donc il y a toute une histoire d'héritier qui doit absolument naître parce que plein de complots émergent de partout. Il y a un petit peu des gens qui sont envoyés de part et d'autre. Il y a eu déjà un mort, 2 morts, 3 morts. Bref, en tout cas je comprends beaucoup mieux l'issue, enfin pas l'issue mais en tout cas le but de la quête de notre personnage principal. Je comprends mieux le cheminement du livre et ça fait plaisir, ça rend la lecture bien plus plaisante. Et pour un roman de fantasy, c'est vrai, je vous l'ai dit, l'univers est très dense, assez compliqué. Je pense que c'était pas l'idéal pour commencer la fantasy, mais j'avoue que je savoure vraiment le moment de lecture et c'est agréable à lire. Vraiment, là ça commence en tout cas à l'être et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus, mais je pense que ChatGPT a sélectionné un bon roman et il doit y avoir de très bons avis je pense sur internet. Mais c'est marrant, j'en avais pas entendu plus parler que ça en littérature fantasy ou young adult. Mais bon, c'est aussi peut-être qu'il date, je ne sais pas de quand il date. Oh, il me semble que c'est 2019, non, il est pas très vieux, mais après ChatGPT, il me semble, il faudrait que je regarde exactement ma demande, mais il me semble que je lui avais demandé un roman avec au cœur des personnages féminins, et c'est vrai que ça aussi, c'est une chose qu'il exploite bien parce que, je vous ai dit, notre protagoniste principale, c'est une femme. Elle sert les intérêts d'une reine parce que nous sommes dans une société où il y a des reinomes, donc ce sont des reines qui gouvernent avant tout, avant les rois, et d'ailleurs on demande à ce qu'il y ait une héritière et pas un héritier. C'est un peu intéressant parce que c'est complètement inversé par rapport à ce qu'on a connu dans notre histoire, donc c'est marrant. Après, les hommes restent des personnes de force et de pouvoir, mais les femmes le sont tout autant. Donc c'est agréable à lire et il y a vraiment ce lien historique, mythologique avec les dragons. Bon alors on ne sait pas tout, il y a une légende, mais en fait selon les royaumes, enfin ou les reinomes dans lesquels on se trouve, l'histoire est racontée différemment et on ne sait pas quelle est la version la plus juste en fait, on nous ment depuis le début. C'est aussi pour ça que je ne comprenais pas tout. Non, je ne vais pas plus vous en dire et je vais me replonger dans ma lecture, ou peut-être qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps d'ailleurs.
Mais voilà, en tout cas ça avance bien, je suis contente, mais ça reste un livre très gros et très long à lire. Étant donné que j'ai complètement oublié de filmer un plan en face cam avec mon avis sur le prieuré de l'Oranger, je vais le faire rapidement ici en voix off. Le prieuré de l'Oranger, c'est donc une œuvre de fantaisie où on a un royaume très particulier qui est assez divisé avec beaucoup de complots politiques. Et au cœur de ce royaume, il y a une lutte contre les dragons qui prennent la place de divinités un petit peu dans le roman. Donc ça changeait vraiment de ce que je lis habituellement. Après, il y a certains aspects que j'ai beaucoup aimés, notamment les 3 personnages principaux féminins que l'on suit. Nous avons Ead, qui est une mage qui va être au service, qui va avoir une mission un peu secrète et cachée pour protéger Sabran, qui est une reine, donc qui doit régner sur un Reynome, ce que j'ai aimé aussi, ce petit aspect féminisme. Ce qui faisait d'ailleurs partie de ma demande à ChatGPT, qui a donc une pression monstre pour donner naissance à un héritier. Également, nous suivons Tané, qui est une genre de chevaleresse qui fait partie d'un organisme assez particulier. Elle tente des épreuves pour être dragonnière et donc avoir une place importante dans sa hiérarchie. C'est assez novateur. J'ai aimé ces personnages féminins justement. Il y a également des autres points dans l'intrigue que j'ai aimé. Notamment le fait que les femmes qui sont dépeintes sont des femmes fortes, elles savent se souder. Également le fait que tout ceci se déroule dans des Reynome, les royaumes cette fois-ci dirigés par des femmes. J'ai aimé cet aspect-là. Également, bien sûr, j'ai aimé le fait qu'il y ait des dragons, chose avec laquelle je suis très peu familière, mais qui m'a aussi un petit peu reconnectée à tous ces mythes, à tout cet imaginaire autour de la forme du dragon. J'ai aimé retrouver ça. Après, certes, je l'ai dit précédemment, je ne pense pas être le public, mais cependant, voilà, c'est ce côté fantastique qui m'a aussi touchée. Et bien sûr, j'ai aimé le fait que l'œuvre soit inclusive car nous avons des représentations d'amour LGBT. Cela m'a un peu surprise. À vrai dire, je ne pensais pas trouver ces thématiques dans une œuvre de fantaisie, mais justement, j'ai trouvé ça très plaisant et je pense que pour des jeunes gens qui aiment la fantaisie et qui découvrent cet univers à travers cette œuvre, je pense que voilà, avoir des représentations, je pense que ça peut aider les gens à avoir des visions un peu plus élargies, on va dire. Donc ça, c'était vraiment des bons points. Également, ce que j'ai aimé, c'est le fait que au cœur de notre intrigue, on fait face à de réels complots politiques, à une réelle guerre d'États, mais ce sont des États qui sont déjà un petit peu divisés. C'est assez particulier à lire. Je vous invite, si vous êtes friand de ce genre, à découvrir l'œuvre par vous-même, parce que sincèrement, je pense que c'est une bonne œuvre. Simplement, je ne suis pas le public, je ne raffole pas de fantaisie, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Après, néanmoins, le moment de lecture était bon. Je pense qu'il aurait été encore meilleur si l'œuvre avait été un peu plus courte, parce que là, commencer par une œuvre qui fait plus de 1000 pages, effectivement, c'était pas l'idéal, mais ChatGPT a répondu à ma demande comme il a pu. Alors il y a quelque chose aussi, mais je sais pas, j'associe ça aussi à la fantaisie, mais tout ce qui est un petit peu folklorique, j'ai pas l'habitude d'en lire. Donc je vais dire, propose-moi une recommandation de livre folklorique. C'est très vaste comme terme, je ne sais absolument pas ce qu'il va me proposer. Je vais peut-être quand même un peu plus l'aiguiller. Folklorique avec des traditions et des animaux. Alors c'est très intéressant. Oh là là, c'est très très intéressant. Je suis très contente. ChatGPT me dit: je te recommande Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Les nouvelles explorent la vie des paysans, leurs croyances, leurs superstitions et leur rapport à la nature. Maupassant mélange la richesse des traditions folkloriques avec des observations sociales fines et souvent ironiques. Bien que ce ne soit pas un conte merveilleux à proprement parler, le cadre rural et les animaux omniprésents renforcent l'aspect folklorique et culturel de ces... Je ne sais pas, il n'y a pas de suite, mais je suis assez contente. Alors je m'attendais pas du tout à une recommandation d'un classique pour ce que j'ai demandé, même si c'était très, très vague. Mais Guy de Maupassant, je valide.
Enfin je valide. En plus je n'ai pas assez lu je trouve Guy de Maupassant, donc ça tombe très bien. Ça tombe très très bien. Hello hello, je m'excuse pour la qualité de ce plan, juste je voulais vous prendre 2 secondes pour vous dire que ça y est, j'avais enfin trouvé un PDF gratuit pour lire les contes de la Bécasse de Maupassant. Et donc voilà, je suis très contente, je vais pouvoir le lire aisément sur ma tablette puisque je n'ai pas de liseuse. Mais donc je l'ai trouvé, il est disponible sur... Quand vous allez dans l'appli Play Livre où vous pouvez acheter plein de livres, moi généralement je mets le petit filtre pour avoir tous les ouvrages gratuits et il y a je sais pas comment appeler ça, mais une association, une organisation, je ne sais pas, mais quelque chose qui s'appelle BibBook. Vous le noterez quelque part et ils font des très très bonnes éditions je trouve en e-book de classiques. Donc des éditions bien sûr libres de droit, tout ça, ils sont trouvables assez facilement, ils sont tous gratuits et je trouve que leur travail est vraiment honorable parce que c'est des versions donc en PDF qui sont très agréables à lire, généralement c'est très fidèle au texte. Moi j'avais notamment lu le Comte de Monte Cristo avec BibBook, il n'y a aucun partenariat ou quoi que ce soit, je dis ça comme ça, de toute façon je vous le dis, c'est complètement gratuit et libre d'accès. Donc là moi je me suis trouvé les contes de la Bécasse, mais aussi récemment j'ai téléchargé des Jane Austen, j'ai téléchargé Martin Eden de Jack London. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a notamment aussi tous les Zola qui sont disponibles. Alors j'ai jamais encore lu Zola sur tablette parce que j'avoue que je préfère quand même le format papier, mais ça dépanne parce que du coup pour le coup les contes de la Bécasse, je ne l'ai ni trouvé à la BU ni dans les 2 bibliothèques où j'allais. Sur Vinted, un petit peu flemme de l'acheter parce que c'est pas des éditions folichonnes. Les éditions que j'ai trouvées c'était des éditions destinées, je sais pas, au collège ou au lycée. Mais donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à garder dans sa bibliothèque, donc si c'est pour l'acheter et le revendre ensuite. Voilà, j'ai préféré choisir le format e-book. Donc je vais me lancer dans cette lecture et puis je vous reprendrai dès que j'aurai un petit peu avancé. Il est pas très long, il fait 141 pages en PDF. Donc ça va se lire quand même relativement vite. Et puis donc ce sont plusieurs contes, j'ai un petit peu regardé. Bon, il y a certains contes qui comprennent plusieurs chapitres. Et sinon c'est vraiment court quoi. C'est encore plus petit que des nouvelles, j'ai l'impression, au niveau du format. On va voir un petit peu ce que ça raconte et ce qu'il aborde Guy de Maupassant, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. J'avoue que je ne me serais jamais penchée sur cette œuvre sans la recommandation de Lia, donc on va voir ce que ça donne. Je vous reprends, je sais pas, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques temps quand j'aurai avancé. Donc sur cette lecture des contes de la Bécasse de Maupassant, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ce recueil et d'ailleurs je ne me serais jamais tournée vers ce titre à vrai dire et pourtant j'ai beaucoup apprécié. Après je dois avouer quand même que par folklorique j'entendais autre chose, mais je me suis sans doute mal exprimée et d'un côté je pense que ChatGPT a quand même bien répondu à ma demande. Après oui, il y aurait peut-être eu des choses plus pertinentes à recommander, après je ne sais pas moi-même, c'est pour ça que j'en ai fait la demande. Mais donc pour revenir un petit peu sur les contes de la Bécasse, on va avoir, il me semble qu'il y en a 17 petits contes, oui vraiment des contes, des nouvelles très courtes qui sont racontées puisqu'il y a un peu une tradition chez un... Je ne sais plus si c'est chez un baron ou en tout cas chez un homme
qui reçoit régulièrement des convives et qui chasse avec. Et en fait, ils ont une petite tradition assez spéciale. Et franchement, j'ai aimé le lire à la période un petit peu d'Halloween parce que le premier chapitre où ils expliquent un petit peu même où sont nés les contes de la Bécasse est un peu glauque, puisqu'en fait on raconte que ces hommes donc, qui chassent ensemble, après ils se retrouvent chez leur grand ami qui les invite à la table, et parmi leur gibier il y a des bécasses, et donc la tradition, alors j'essaie de me souvenir précisément, mais la tradition mais fait que après avoir tout mangé, on prend la tête d'une bécasse, on la met au bout d'un pic et on la fait tourner, et la personne sur laquelle arrive la tête de bécasse doit raconter une histoire, une petite anecdote, voilà. Et donc ces contes viennent de là. Voilà, c'est le pitch du départ, et donc on découvre 17 contes. Alors on a des choses diverses et variées. Je trouve que ça dépeint quand même plutôt bien le monde rural notamment, mais il y a aussi des contes avec des histoires d'amour, des choses un peu plus... Il y a des choses un peu plus engagées, d'autres moins, mais c'était très très agréable à lire. Il y a d'ailleurs un des contes que j'ai adoré lire, et je vais vous dire pourquoi. Je l'ai montré dans un plan précédent, mais en fait ce conte s'appelle Auchan. Et Auchan, c'est un... J'en avais étudié un extrait, je suis sûre que... Je dirais au lycée, mais je suis sûre que dans ma scolarité j'ai étudié cette nouvelle, et je m'en souvenais particulièrement bien. Et c'est l'histoire de deux foyers assez précaires qui vivent à la campagne. Tous deux les deux foyers ont chacun beaucoup d'enfants qui se ressemblent, qui jouent ensemble, et ils ont peu de moyens. Et un jour une dame passe et elle commence à apprécier les moments qu'elle passe avec les enfants, donc elle revient régulièrement, et au bout d'un certain temps elle demande à l'une des familles si elle peut adopter un de leurs propres enfants. Et indignés, les parents refusent tout de suite. On va pas vendre notre Charlot, je sais plus comment c'est dit, mais voilà. Et donc cette femme va se tourner vers l'autre famille, et l'autre famille va accepter. Et quelques années plus tard, on retrouve cet enfant qui revient sur ses terres, et les parents reçoivent une pension pour ça, et il y a toute une morale derrière, et c'est hyper intéressant. Franchement, ce sont des contes agréables à lire, divertissants, mais qui font quand même réfléchir sur de réelles valeurs, et j'ai aimé ce pointer du doigt, mot passant par certains moments. Là, ce que j'en dis est très confus, mais il y a tellement de diversité dans un petit recueil comme ça, c'est vraiment une excellente lecture. Je ne peux que vous la recommander. Comme je vous l'ai expliqué avant, moi je l'ai lu au format numérique, ça s'est très très bien lu. J'ai eu aucun souci là-dessus, et l'avantage c'est que donc tout le monde peut le lire puisqu'il est trouvable gratuitement. Et ça c'est un réel avantage. Ensuite, dernière demande que je vais faire à ChatGPT, je pense que je vais orienter ma demande pour avoir un peu une lecture rigolote. Ou réconfortante, je ne sais pas. Oh, rigolote, j'ai trop besoin de rire. D'ailleurs récemment quelqu'un m'a demandé en commentaire une recommandation de livres drôles, et c'est vrai que je lis très peu de livres drôles, à part dans le cas de cet été j'ai lu du théâtre Georges Feydeau. Je vous ai dit que j'avais beaucoup ri, mais c'est vrai que je lis peu de choses rigolotes comme ça. Recommande-moi un roman drôle et qui fait se questionner, Ah, je te recommande Le Monde selon Garp et de John Irving. Alors il m'a mis de Jean Irving. Bon, ChatGPT a quelques petites failles, hein. Je sais pas si... Après moi là j'utilise vraiment la version en libre service, sans aucun compte, aucun abonnement, je ne paye rien. Donc c'est pour ça. Mais alors le roman qu'il me recommande, je suis très heureuse parce que je l'ai chez moi, il est dans la bibliothèque de mes parents, donc je vais pouvoir le lire. Ah, je ne suis pas certaine en fait. Non mais normalement je l'ai, il doit être quelque part. Mais ce roman j'en ai déjà entendu parler. John Irving, j'ai lu L'œuvre du Dieu, la part du diable, qui m'a beaucoup marqué. C'était quand même assez dense à lire et je sentais que c'était une lecture quand même assez difficile dans sa globalité, mais
aujourd'hui j'en garde un souvenir vraiment charmant. Il y a plein de petites choses avec des touches de poésie. Moi les personnages sont très touchants, ça sort de l'ordinaire et John Irving j'avais beaucoup aimé. Donc là pour passer un moment amusant et pour rire un bon coup, je suis contente. Donc ChatGPT me dit: le livre regorge de moments comiques et de situations loufoques, mais derrière l'humour il traite de sujets comme le féminisme, la sexualité, la parentalité et la mortalité. John Irving mélange le grotesque et l'émotionnel d'une manière qui pousse vraiment à réfléchir sur les aspects absurdes de la vie, tout en restant très divertissant. C'est un roman à l'humour caustique qui invite à se questionner sur l'existence et le rôle du hasard dans nos vies. Mais c'est parfait, je pars bien armée avec mes 3 recommandations de livres. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder un petit peu pour me les procurer. Je vais d'abord regarder chez moi, parce que Le Monde selon Garp, je suis sûre que quelqu'un de ma famille l'a en tout cas. Je vais regarder bien sûr à la bibliothèque universitaire, la bibliothèque de mon village, la bibliothèque à côté de mon village. Je vais regarder un peu partout et si jamais vraiment il y a des titres que je ne trouve pas du tout, j'essaierai de regarder si je peux les avoir d'occasion sur Vinted. Parce que j'aimerais vraiment écouter ce que me dit ChatGPT. Je suis très heureuse car aujourd'hui je suis allée chercher à la BU Le Monde selon Garp. Alors je l'ai prise dans cette édition, dans cette édition qui est une édition seuil assez récente avec une couverture vraiment qui m'a conquise. Alors je pensais pas, mais c'est en hardback. Voilà, c'est un terme que j'emploie peu parce que j'en lis peu d'ailleurs les hardbacks parce que c'est pas, même si c'est vrai que c'est un bel objet, c'est pas forcément très confortable à lire. Cependant j'avoue que la présentation du texte est peut-être un peu plus aérée que si je l'avais lu en format poche, donc ce sera peut-être plus agréable. Après il est quand même voilà, assez consistant, donc je vais le prendre avec moi en vacances. Un livre qui a été publié... la traduction française est parue en 1980, mais alors l'original de John Irving, j'essaierai d'afficher la date quand même quelque part. Je vais commencer cet ouvrage sans plus tarder, je lirai une grosse partie en vacances. Cependant on voit que c'est un ouvrage moderne parce qu'il n'est pas si lourd que ça. Mais après à se trimballer pendant les vacances, je sais pas si c'était l'idée du siècle, mais au moins j'aurai le temps de le lire et de le savourer, donc voilà, je vous reprends très vite. Bon, devinez quoi, il faut qu'on parle de ce livre qui est sans doute ma meilleure lecture de l'année. Je ne m'attendais pas à ça. ChatGPT a vraiment visé juste pour le coup parce que, alors même si je n'ai pas ri aux éclats, effectivement, j'ai beaucoup souri, il y a beaucoup d'humour et de cynisme dans ce roman de John Irving. Le Monde selon Garp, ce serait trop compliqué de vous résumer ce livre en fait parce que il est immense, je ne parle pas qu'au sens physique puisqu'il est immense dans sa totalité. Le Monde selon Garp quand même, pour vous introduire un petit peu, nous suivons la vie de Garp, mais tout d'abord et avant tout celle de sa maman, Jenny, comment il est conçu parce que c'est quelque chose de très très particulier. Jenny n'a pas eu d'époux, elle n'a jamais aimé un homme. Je peux pas ne pas vous raconter Du coup non, je vais me taire là-dessus, mais en fait c'est très très particulier. Dès le début, il y a vraiment une question, pas existentielle, mais il y a oui, une question assez profonde sur la maternité. Nous sommes dans des temps de Seconde Guerre mondiale, il me semble, au moment où Garp est conçu. Et donc ensuite, on a tout ce début qui est très étrange, c'est presque dérangeant certains passages à lire, mais je trouve ça juste génial justement. Et après nous suivons l'enfance de Garp avec Jenny, sa mère qui est donc infirmière au sein d'un collège ou d'une université, je ne sais plus, mais un établissement donc scolaire uniquement réservé aux garçons. Donc c'est là qu'il apprendra la lutte. Il y a beaucoup d'éléments qui sont étroitement liés à la vie de John Irving lui-même. Parce que, pour faire court, Garp, en fait, c'est un écrivain. C'est son but ultime, et d'ailleurs son épouse, Hélène, sera, elle, professeure de lettres, et ce sera sa première lectrice, en fait. Il écrira
il écrira pour lui mais aussi pour elle, parce que voilà, quand ils étaient enfants, c'était un petit peu ce jeu de dire je t'épouserai quand tu auras écrit ton premier livre, enfin un petit truc comme ça. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, oui, Garp est écrivain, et donc comme je le disais, il y a toute la personnalité de Garp qui envoûte ce roman, parce que Garp est une personne qui pense avant tout aux autres, qui s'inquiète pour ses enfants, mais il a aussi ses défauts, et il s'inquiète énormément en fait par rapport à la société dans laquelle vont vivre ses enfants, dans laquelle il va laisser tout ce monde. Il est traversé par des drames, et c'est un écrivain fabuleux. Et comme je le disais avant, mon récit est très déconstruit, mais comme je le disais avant, ce Garp, ce fameux écrivain, est étroitement lié à John Irving, puisque sa toute première œuvre traite d'une fascination pour les ours, et le premier roman de John Irving, c'est Liberté pour les ours. Il y a aussi le fait qu'il soit lutteur, puis coach de lutte, c'est également un fait de la biographie de John Irving. Donc il y a plein de petits éléments qui m'ont fait beaucoup sourire, et donc je me suis mis en tête que John Irving pensait comme Garp, et comme je vous l'ai dit, Garp c'est vraiment un personnage admirable par de multiples facettes. J'ai l'impression il a toujours de la ressource, même dans les pires moments, et puis comment dire, il témoigne d'une telle humanité par rapport aux autres, mais aussi voilà, il a une mère très engagée. En fait, sa maman Jenny va être l'élément déclencheur de tout un mouvement féministe, et qui deviendra par la suite extrême. Mais Garp, il va avoir tout cet héritage en fait, et tout ce monde complètement fou, et voilà, c'est un roman qui fait énormément réfléchir, mais qui fait aussi rire, parce que il y a des choses complètement loufoques, et c'est trop difficile de le résumer. Il faut que vous le lisiez pour comprendre. Il y a quelques petites choses parfois que j'ai trouvé pas grossières, mais je me suis dit on voit, bon après c'est ce qu'explore John Irving, un point de vue masculin, parce que parfois les pensées de Garp par rapport au sexe et aux femmes sont digne de celle d'un homme finalement, mais tout ce qui est exploré dans ce roman est cruellement vrai, c'est drôle, c'est juste, et même si c'est le genre d'histoire qui ne se passe jamais dans la vraie vie, ça nous fait nous questionner, et c'est juste fabuleux. Le divertissement il est là à 100%, la réflexion elle y est imprégnée fortement, et une fois qu'on a lu ce livre, mais toutes les autres lectures nous paraissent fades en fait. Sincèrement j'ai peur de traverser une panne de lecture après. Bon, après j'ai lu Georges de Perrubrune avec Victoire Larouche, donc ça va, pour l'instant on peut pas parler de panne de lecture, mais ce livre c'est vraiment merci à ChatGPT, parce que j'avais complètement laissé tomber ce livre, parce que je l'ai précisé avant dans la vidéo, il m'avait été prêté par ma tante, j'ai jamais trop... Enfin en fait je sais pas si c'est un souci d'édition ou quoi, mais je me suis dit bon, ce livre laisse tomber quoi. Et là vraiment cette lecture, c'est, je vous dis, sans doute la meilleure lecture de l'année, et dont je me souviendrai très très longtemps. Les personnages sont tellement vraisemblables, ils sont attachants et cruellement vrais. Oui, je dis cruellement, mais ce n'est pas péjoratif dans ce que je dis. Mais voilà, cette lecture, c'est... Voilà, je perds un petit peu mes mots, c'est difficile d'en parler. Peut-être que je ferai une chronique un peu plus détaillée et plus construite, parce que là, je pense que personne... Enfin, toute personne... Ah, j'ai quelque chose là. Ah! Mais qu'est-ce que c'était? Alors, je ne comprends pas. Une petite peluche qui est atterrie de je ne sais où, qui s'est posée sur mon crâne et qui m'a bloqué la vue. Voilà, pour toute personne qui ne connaît pas le roman, mon résumé paraîtra plus que douteux. J'ai aimé aussi dans ce roman, pour parler un petit peu quand même du contenu, je vous ai parlé d'humanité tout à l'heure, oui, parce qu'il y a toute une grosse partie sur le féminisme, mais il y a aussi un personnage clé qui est un personnage transgenre, et ça j'ai beaucoup aimé, parce que pour l'époque à laquelle ça a été écrit, c'est quand même assez novateur et assez engagé, je trouve, de la part de John Irving, surtout que c'est un personnage, donc le personnage de Roberta, qui avant était Robert, un ailier d'une grande équipe
de rugby ou de football américain, je ne sais plus. Mais voilà, tout de suite, ça nous fait sourire parce que l'ancien grand sportif très viril, très masculin, très fort, qui devient une femme, donc une femme transgenre, ça fait sourire. Mais en fait, John Irving nous montre que tout est possible. Et ce personnage, il est tellement drôle, mais tellement crédible et attachant. Je trouve que il y a vraiment une ouverture d'esprit dans ce roman qui m'a beaucoup plu. C'est un roman engagé sur tous les plans et qu'il est intéressant de ce point de vue-là. Cette vidéo touche à sa fin et je voulais faire maintenant un petit bilan sur ce challenge dans lequel j'ai confié tout le choix de mes lectures à ChatGPT. Alors, je pense qu'on peut dire que ChatGPT a relevé le défi. Sincèrement, les lectures qu'il m'a proposées étaient toutes cohérentes avec mes demandes. Alors, dans mes demandes, j'avais des petites attentes, mais c'est vraiment subjectif. Par exemple, dans le terme folklorique, j'attendais autre chose. Dans ma première demande avec le prieuré de l'Oranger, également, j'avais demandé à ce que ce soit une histoire où il y ait toute une trame familiale. Bon, effectivement, il y a l'aspect héréditaire et la fatalité de cette hérédité dans les Reynolds. Effectivement, ça traduit le mot familial que j'avais demandé à ChatGPT, mais j'attendais autre chose également de ce point de vue-là. On peut lui reprocher quelques petites choses. Néanmoins, je trouve que ChatGPT a bien répondu et il m'a orienté surtout vers des livres que je n'aurais jamais lus de moi-même. John Irving, Guy de Maupassant, c'est déjà des auteurs que je peux côtoyer comme ça, mais à vrai dire, les œuvres en question, ce n'étaient pas des œuvres que j'avais repérées au préalable. Et sans sa recommandation, effectivement, je serais passée à côté. Et mine de rien, j'ai découvert 3 œuvres qui m'ont plu. Le Monde selon Garp, ça a été un coup de cœur. Donc je suis vraiment contente. Maintenant, si j'avais à refaire ce challenge ou si j'avais à reformuler des demandes comme ça à ChatGPT, je pense que je m'y prendrais autrement, peut-être qu'au préalable, je l'aiguillerais un peu mieux sur mon profil de lectrice, sur ce que j'aime lire. Éventuellement, ce serait marrant de dire, voilà, si j'ai aimé ce livre, propose-moi un autre livre dans le même genre et voir ce qu'il me proposerait. Mais là, effectivement, je l'avais pas assez aiguillé. Et puis bon, je ne peux pas lui reprocher le fait que la fantasy soit pas trop mon genre, parce qu'en l'occurrence, c'était moi. Je m'étais défiée à tester ce genre-ci. Et puis finalement, je trouve que l'œuvre que j'ai testée, en l'occurrence, c'était peut-être pas la plus évidente pour commencer, mais il n'empêche que ça a été une bonne découverte. Même si, j'en garderai pas un souvenir intarissable, ça reste une bonne lecture. Je suis assez contente de ce challenge. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous m'auriez recommandé face à ces 3 demandes. Je suis preneuse toujours de bonnes recommandations. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout parce que oui, la vidéo est très longue, je m'en excuse. Mais j'espère que ce format un peu plus original et un peu plus étendu dans le temps vous aura plu. Effectivement, ça m'a demandé un travail un peu plus dense que d'habitude, mais après je n'ai pas fait de travail de script ou quoi. J'essaie de rester le plus spontané possible, j'espère que ça vous plaît toujours. Mais voilà, je tenais à vous remercier. Bien entendu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez passer de bonnes fêtes puisqu'il en reste. Et je vous dis à très vite en 2025 pour mon top 10 peut-être. Bon, en tout cas pour mon bilan et mes meilleures lectures de l'année 2024. Je vous remercie de tout cœur, faites de belles lectures et à très bientôt.